Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, un mot de notre sponsor, Blockchain Entropy. Vous lancez un projet Web3 ou cherchez à donner un virage stratégique à votre initiative, Blockchain Entropy est votre allié. Avec Vincent à la barre, expert en finance et spécialiste en management de transition pour projet Web3, vous serez guidé vers la réussite. Je travaille avec Vincent depuis près de 10 ans et son expertise est tout simplement incomparable. Pour transformer votre vision en réalité et propulser votre projet Web3, faites confiance à Blockchain Entropy, je vous mets les liens en commentaire. Et maintenant, place au podcast. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Adrien Laversane-Finot, il est cofondateur et CEO de Massa Labs. Comment tu vas Adrien ? Salut Romain, super heureux de participer au podcast Behind the Chain. Ça va bien et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, écoute, ça me fait plaisir de te recevoir et on va passer un bon moment, j'en doute pas. Écoute, je te propose que, voilà, la tradition, de toute façon, c'est toujours la même, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3 ? En fait, moi je suis arrivé dans le Web3 un peu complètement indirectement parce qu'au début j'étais même pas dans l'informatique, enfin très indirectement dans l'informatique. En fait, j'ai fait une thèse j'ai une formation d'ingénieur et ensuite j'ai fait une thèse en information quantique, en- donc pas très loin des algorithmes quantiques de cryptographie, mais aussi de plus généraux. Et pendant ma thèse, je me suis pas mal un peu intéressé au domaine de l'intelligence artificielle et c'est un peu à ce moment-là que j'ai switché vers l'informatique par le côté intelligence artificielle. Et donc j'ai fait un post-doctorat à l'INRIA en intelligence artificielle. Et c'était vers 2017-2018. Donc, vraiment au moment d'un des booms de la crypto. Et donc, c'est un peu par là que je suis arrivé et où j'ai rencontré en fait les 2 cofondateurs avec qui j'ai fondé Massa Labs, ce qui m'a permis de rentrer vraiment dans le Web3. Mais à la base, pas du tout dans le Web3 en fait. Ok, merci pour la précision et ok, je comprends mieux maintenant. Et alors, ouais, c'est une question aussi que j'ai par rapport à l'actualité. Est-ce que c'est pas un regret peut-être que tu as aujourd'hui, parce qu'il y a un momentum fort sur l'intelligence artificielle, de te dire finalement, est-ce que j'ai choisi la bonne voie et est-ce que j'aurais pas dû plutôt continuer sur l'intelligence artificielle? Ouais, non, mais en fait, on est toujours enfin, on travaille souvent dans des domaines porteurs, et puis après, il y a des hauts, des bas. Quand on est dans l'intelligence artificielle et qu'on voit le boom des cryptos en 2017, en 2021, on peut se dire, ah bah tiens, peut-être j'aurais dû faire de la crypto, puis ça redescend, ça remonte. Non, je suis très heureux. En fait, moi, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà, j'étais dans la physique quantique, ensuite j'étais dans l'intelligence artificielle. En fait, j'ai fait de la blockchain. Et ça, c'était mes activités professionnelles, mais en fait, quand je faisais de la physique quantique, je m'intéressais pas mal à côté à l'intelligence artificielle. Quand je faisais de l'intelligence artificielle, j'ai commencé ce projet Massa, bon, très indirectement parce que c'était plus de la curiosité scientifique, comprendre la technologie, comprendre comment ça marchait, l'engouement, qu'est-ce qu'il y avait en fait derrière ces cryptos. J'ai connu, comme beaucoup de gens, je pense, par l'effet d'annonce des prix de Bitcoin. Mais très vite, ce qui m'a intéressé, moi, c'est le côté technique de qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'en fait une monnaie, pourquoi quelque chose qui se passe sur un ordinateur, c'est une monnaie, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, comment c'est possible même de faire ça. Enfin, maintenant, ça semble évident, mais en fait, c'est pas du tout évident. Donc non, en fait, moi, je suis très, très heureux d'avoir des expériences assez différentes et je pense que c'est assez enrichissant, en fait, quand, au final, dans une expérience entrepreneuriale, d'avoir beaucoup d'expériences différentes, quoi. Je suis d'accord, hein, plus on voit on va dire, de domaines différents, plus on s'enrichit personnellement. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler on va dire, de ce shift, peut-être on va dire, de la physique quantique et de l'IA vers le Web3 et peut-être notamment comment
on va dire concrètement, tu as franchi le pas, tu as rencontré tes cofondateurs et vous avez décidé ensemble de lancer Massa Labs, voilà, dont on parlera plus en Ouais. détail juste après. Ouais, carrément. Bah alors, j'ai déjà touché un petit peu, enfin 2 mots et donc en fait, ça s'est fait progressivement. Donc moi, je faisais mon post-doctorat en IA vers 2017-2018 et c'est là-bas que j'ai rencontré Sébastien, qui est un des 2 autres cofondateurs, qui lui avait commencé à un peu creuser le sujet, bah, justement sur la technologie, comment ça fonctionnait et ensemble, du coup, bah, en voyant que, bah, Bitcoin, Ethereum, c'était très limité en termes de transactions par seconde, on a creusé le sujet, on a essayé de comprendre pourquoi il y a des problèmes de scalabilité, qu'est-ce qu'on pouvait faire, enfin, qu'est-ce que les autres blockchains proposaient. C'était vraiment le moment où les solutions type DAG explosaient. Enfin, je pense que c'était le buzzword à la mode à ce moment-là. Donc, nous aussi, on y allait de notre petite proposition de DAG. Et du coup, bah, voilà, on est rentré par le côté scientifique, par le côté technique de résoudre ce problème de scalabilité. Ça a historiquement commencé comme un projet de scalabilité parce que c'était, je pense, le problème du moment de l'époque. Et maintenant, bah, c'est devenu beaucoup plus que ça. Et donc, on a sauté le pas et qu'on a créé la société en 2020, tout début 2020. Enfin, on avait déjà commencé à prendre des contacts depuis 2019. On a fondé la société en 2020 pour bah, donner corps à Massa, quoi, basé sur en fait cette techno qu'on a mûri pendant quelques années, quoi. Bah, merci pour l'explication justement de cette transition. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous parles plus en détail de Massa. Voilà, explique-nous concrètement ce que vous faites. On comprend que vous souhaitez résoudre les problèmes de scalabilité pour d'autres Layer 1 et en premier lieu Ethereum. Bon, voilà, je te laisse peut-être vous expliquer ce que vous faites concrètement. Bah ouais, carrément. Donc, nous concrètement, en fait, bah voilà, je l'ai dit, ça a commencé comme un projet de scalabilité. Et donc, on a cette solution qu'on a mise enfin, sur laquelle on a fait beaucoup de recherches, qui est de réussir à paralléliser la création des blocs. Donc, c'est vraiment le paradigme classique en informatique. Quand on veut aller plus vite, on va paralléliser. Donc, on voit ça dans une certaine mesure dans plein de projets, même historiquement, les DAG, ça a commencé comme ça sur les autres blockchains. Et nous, on a cette solution comme s'il y avait un multi-chain des 32 chaînes différentes, sauf qu'elles sont reliées dans une structure de DAG, de graphes, où chaque bloc de chaque chaîne, au lieu d'avoir un seul parent, comme dans l'image canonique qu'on a d'une chaîne avec un bloc qui est relié au bloc d'avant, etc., bah, en fait, chaque bloc va être relié aux 32 chaînes, à 32 parents, un dans chaque chaîne. Et c'est vraiment cette techno qui nous permet d'avoir bah, beaucoup de scalabilité sans faire de compromis. Et c'est ça qui nous différencie pas mal des solutions de scalabilité qui ont émergé un peu en parallèle du travail qu'on faisait sur la décentralisation. Donc, il y a beaucoup de solutions type Solana, Avalanche, dans une certaine mesure, fantômes qui ont émergé, où en fait, si on regarde, ils s'appuient sur des algorithmes qui vont un peu moins être decentralization friendly, qui vont nécessiter un hardware assez performant, et du coup, le nombre de nœuds va être limité à dessein parce que l'algorithme ne fonctionne pas très bien quand il y a des dizaines, enfin plutôt des centaines, voire des milliers de nœuds. Et nous, vraiment, notre position de valeur, c'est d'avoir quelque chose d'assez accessible, d'avoir vraiment une facilité d'accès, de pouvoir lancer un nœud avec un très faible coût d'accès en termes de hardware. Donc, quasiment, ça tourne sur un ordinateur vraiment entrée de gamme, voire sur un Raspberry Pi, les nouveaux qui vont sortir, pour que n'importe qui puisse rentrer et faire participer à la validation, là où des algos, alors pour utiliser le terme technique type Byzantine Fault Tolerant, ils sont pas compatibles avec un nombre de nœuds qui irait aux plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers même. Voilà. Donc, je comprends mieux en fait pourquoi vous avez aussi, voilà, d'un point de vue technique, souhaité développer votre propre techno from scratch et pas forcément partir voilà, d'autres frameworks ou je sais pas, par exemple, comme Substrat dans l'environnement Polkadot. Mais du coup, la question que j'ai, est-ce que voilà, le discours aussi qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est pourquoi toujours vouloir développer de nouveaux layer 1 alors que par exemple aujourd'hui, des layer
tools qui permettent plus de scalabilité, voilà, comme les optimistic rollup. Du coup, enfin voilà, peut-être que comme on dit, data never lies, peut-être que tu peux nous parler, voilà, aussi de vos chiffres clés et nous donner un peu, voilà, en quoi vous vous différenciez d'un point de vue, je sais pas, en nombre de transactions par seconde, etc., des autres technos, notamment peut-être les layer 2. En fait, c'est assez intéressant cette question. Et alors, je pense qu'historiquement, en fait, on parlait pas trop de Layer 2. Et même Ethereum, dans sa roadmap, avait vraiment le côté qu'on appelait sharding, où l'idée c'était de splitter le réseau Ethereum en différents sous-réseaux qui allaient traiter des transactions différentes. Donc c'était vraiment comme ça que la roadmap Ethereum présentait la solution de scaling. Ils en sont un peu revenus parce que je pense que c'est le Graal technologiquement, mais c'est pas évident que c'est faisable. Voilà, sur le papier, c'est très alléchant, mais c'est pas forcément évident que c'est faisable. C'est très compliqué à mettre en place, quoi. Et du coup, maintenant, la roadmap Ethereum, elle s'est plus orientée vers une layer 2. Et en fait, il y a des avantages à faire une layer 1, c'est qu'on peut faire quelque chose qui est spécialisé, quelque chose qui est assez nouveau, qui va fonctionner différemment et qui va pas nécessiter une autre layer 1 pour sa sécurité, contrairement au layer 2. Si tu t'appuies sur Ethereum, donc tu fais un roll-up sur Ethereum, tu vas devoir settle de temps en temps sur Ethereum. Et c'est ça qui va un peu donner le tempo de ta chaîne pour quelqu'un qui veut sortir. Quelqu'un qui veut aller sur une autre chaîne va devoir passer par Ethereum. Et nous, du coup, on a développé notre propre chaîne pour pouvoir proposer des features complètement nouvelles qui n'existent pas, comme les smart contracts autonomes, un nouveau paradigme pour les smart contracts qui permet de faire de l'automatisation mais au niveau de la chaîne. Donc on a des smart contracts qui peuvent être programmés pour faire des actions dans le futur ou basées sur des conditions. Par exemple, un truc très simple qu'on peut imaginer, c'est avoir un smart contract qui va, suivant le prix d'une paire sur un DEX, s'activer et acheter ou vendre une certaine quantité de crypto-monnaie. Donc avec ça, on peut utiliser les smart contracts autonomes pour faire de l'investissement on-chain, rajouter des systèmes de limit order sur des échanges décentralisés, ce type de choses qui ne sont pas possibles nativement dans des chaînes comme Ethereum et qui vont s'appuyer sur des systèmes comme Gelato pour automatiser ce type de process. Nous peuvent être automatisés nativement au niveau de la chaîne. Voilà, ça permet, après je peux en parler beaucoup plus longtemps, mais ça permet vraiment d'autres choses. Et on n'a pas utilisé aussi les frameworks comme Polkadot et Cosmos parce que en fait, on s'est lancé au moment des balbutiements un peu de ces frameworks qui n'étaient pas aussi matures qu'ils le sont maintenant. Mais moi, je trouve ça très intéressant en fait tous ces frameworks. En fait, ce que ça permet surtout, c'est l'interopérabilité qui, je pense, est une valeur clé de la blockchain maintenant, quoi. Ok, bah écoute, hyper clair, merci pour les précisions. Du coup, je comprends mieux. Peut-être que tu peux aussi nous dire quelques mots maintenant sur où vous en êtes. Alors là, l'épisode sort, on est fin novembre. Nous dire voilà où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, testnet, mainnet, et puis voilà, ça va être quoi la roadmap peut-être sur la prochaine année? Ouais, carrément. Alors là, on est fin novembre, donc on a arrêté notre testnet fin septembre, donc il y a 2 mois, 3 mois, c'est ça. Et ça faisait, il a tourné exactement 2 ans, donc on a commencé vraiment sur une philosophie open source. Dès les premiers mois de développement, on a mis notre testnet live pour que les gens puissent tester. On a eu un gros engouement, plusieurs milliers, voire une dizaine de milliers de nœuds qui tournaient. En tout, on a eu environ 30 000 nœuds sur tout l'ensemble du testnet qu'on tournait. Donc je pense que c'est vraiment une démonstration que c'est assez accessible en termes de hardware, que c'est facile de faire tourner un nœud. Et donc on a passé ces étapes. Là, on est en train de préparer la vente publique qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Voilà, donc il y aura différentes annonces sur nos médias. Donc n'hésitez pas à suivre le projet si ça vous intéresse. En termes d'avancées technologiques, ce qu'on a réussi à démontrer dans notre testnet, c'est que la techno arrive à supporter de l'ordre de 5000 opérations par seconde. On pourrait monter à long terme, on a des résultats théoriques qui nous montrent qu'on pourrait sûrement monter à 10 000 dans des conditions relativement, des hypothèses avec des hypothèses assez conservatrices, donc on pourrait même sûrement monter un peu plus même. Que ça tourne sur du hardware, comme je l'ai dit, très accessible, quelques centaines d'euros.
et avec un coût d'entrée pour le staking de l'ordre de la dizaine d'euros. Et sur l'année qui vient, ce qu'on aimerait plus développer, c'est d'un point de vue technique, c'est le système de gouvernance. Donc nous, la communauté, c'est vraiment au centre du projet depuis le début. C'est pour ça qu'on avait rendu le projet open source, qu'il y a une communauté depuis le début avec laquelle on est très transparent sur le développement. Donc, le système de gouvernance, ça fait vraiment sens, avoir un système qui permette justement aux utilisateurs de définir la roadmap. Voilà, c'est notre première étape, et ensuite, on espère impliquer la communauté justement dans les développements futurs. Et d'un autre côté, développer l'écosystème, bien sûr. Ce qui est essentiel, c'est l'interopérabilité. J'en ai parlé un peu avant, mais avoir des systèmes de bridge trustless entre Massa, Ethereum, Massa et IBC. Voilà, ce type de système qu'on aimerait mettre en place, qui vont permettre en fait d'utiliser, d'interagir avec les autres chaînes, mais aussi d'utiliser peut-être les smart contracts autonomes pour aller automatiser des process sur d'autres chaînes. Voilà, ce genre de choses assez intéressantes. Ouais, hyper intéressant en tout cas et prometteur. Et puis voilà, j'espère que le petit rebond de marché qu'on observe là depuis quelques semaines aussi, voilà, vous aidera à lancer la suite comme vous le souhaitez. Alors je te propose maintenant que pour la deuxième partie du podcast, on passe sur des questions un peu plus personnelles. Est-ce que tu pourrais me dire, toi, voilà, ce qui te fait en tant que builder kiffer le plus au quotidien dans cet univers Web3? Alors ce que j'apprécie pas mal en fait, c'est vraiment le côté bienveillance entre les différents projets. Alors moi je connais surtout les projets français, mais quand je aux events, on croise beaucoup d'autres projets, et c'est globalement ce que j'observe. C'est le côté, on est à la fois concurrents, parce que on va peut-être développer 2 projets qui développent une L1, mais en fait, c'est surtout, on est co-créateur dans un écosystème plus large, et c'est très facile d'échanger avec d'autres projets, très facile de partager ce qu'on fait. Il y a beaucoup de bienveillance en fait entre les différents projets de la blockchain, au moins dans l'environnement français, mais je pense plus généralement, tout le monde est très intéressé à la tech, à ce qu'il fait ailleurs, et même si les gens ont des approches différentes, ça se nourrit beaucoup il y a beaucoup d'inspiration entre les différents projets, et voilà, il n'y a pas de guerre malsaine, et c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Donc voilà, j'espère que ça va rester comme ça dans le futur. Ouais, je partage à 100%. Et puis je pense pas que ce soit uniquement français, je pense que c'est valable dans tout l'écosystème. Dans l'épisode voilà, juste avant le tien, j'avais reçu Christophe Lassuie, le CEO de Request Finance, et lui c'est pareil, il faisait le même constat, voilà, dans son domaine qui lui est plus l'univers des directions financières et on va dire du paiement dans l'univers Web3. Alors maintenant, ça fait plusieurs années que tu builds de ton côté. J'imagine que voilà, tu as un gros retour d'expérience aussi, et il y a peut-être des choses que tu ferais différemment ou d'autres que tu referais de la même manière. Voilà, si tu devais nous donner un petit feedback avec, je sais pas, les 2-3 points saillants, qu'est-ce que tu nous dirais? Qu'est-ce que peut-être tu conseillerais aussi à quelqu'un qui veut aujourd'hui lancer un projet Web3? Je pense que c'est important ça rejoint un peu le constat qu'on a fait précédemment. Je pense que c'est hyper important de s'entourer, de bien s'entourer, et je sais pas, d'aller à des events, de rencontrer les autres projets, de discuter avec eux. L'environnement, il est justement, on en parlait, très bienveillant, et du coup, c'est vraiment une force de l'écosystème de pouvoir parler aux autres projets, d'aller pouvoir challenger son projet. À mon avis, surtout pas s'enfermer dans l'image un peu qu'on a d'Épinal de l'entrepreneur, s'enfermer dans son garage et développer sa techno cloisonnée de tout ce qui se fait à côté, et débarquer un an plus tard avec une proposition. Voilà, très important le feedback, et il faut en profiter dans cet écosystème. Il y a beaucoup de gens qui sont contents d'échanger, et la communauté, c'est quelque chose de clé, je pense, aussi dans le Web3. La communauté, en fait, à l'échelle d'autres marchés plutôt petites encore, ça reste un marché de niche, donc faut vraiment, c'est important de l'écouter. Et puis c'est un domaine ouvert en fait, où tout le monde peut collaborer, où quand on crée un smart contract, on peut avoir d'autres gens qui vont construire sur notre smart contract. Donc c'est très important, la communauté, que ce soit pour des entre guillemets «clients», même si on n'est pas dans un modèle classique B2C, hein. C'est pas vraiment des clients, les gens qui sont utilisateurs des smart contracts, mais aussi des gens qui vont build sur notre solution à nous. Donc toujours penser à la communauté de builders, communauté d'utilisateurs. Ok, donc je retiens effectivement le côté networking qui est très important. Et d'ailleurs, je pense que cet épisode en est un exemple, hein, puisqu'on s'est rencontrés tous les deux voilà, par hasard sur un side event de l'ETHCC. Et du coup, cet épisode a pu se faire. Et puis,
l'autre aspect, ce que tu dis, c'est la partie communautaire, le building public, etc., qui est aussi hyper important. Bah, merci pour ces deux partages d'expérience. Alors bon, comme si tous les builders, tu vis forcément à 500% sur ton projet, est-ce qu'il y a un autre projet voilà, que tu suis particulièrement en ce moment, ou si tu veux pas forcément prendre parti, est-ce qu'il y a une tendance voilà, que tu vois venir et que tu commences à suivre de manière très précise? Bah, alors, un peu comme tout le monde, hein, je pense, je suis la vie du projet Ethereum. Après, bon, c'est la réponse un peu bateau, mais non, ce que j'aime bien, plus généralement, sans parler d'un projet, précis, parce que en fait, ça évolue tellement vite le Web3. Et pour revenir un peu à la question précédente, je pense que c'est aussi pour ça que c'est important d'échanger. C'est que, il y a 1 an, on nous disait: «Les DAO, c'est ce qui va percer». 1 an avant, c'était les NFT, 1 an encore avant, c'était la DeFi, maintenant c'est ReDeFi. Ça évolue hyper vite, donc c'est dur de se projeter à très long terme. Donc moi, j'analyse souvent les choses plus que par un projet même, plus la techno, parce que aussi c'est mon background. Et moi, j'aime bien les EK, et on en parle beaucoup à travers les Layer 2, mais je pense qu'il y a des choses hyper intéressantes qui peuvent émerger, qui dépassent le cadre des Layer 2. Moi, j'aimerais bien voir une solution de bridge trustless qui utiliserait du ZK. Faudrait, bon, pour dire 2 mots techniques, en fait, ça consisterait à mettre des preuves de consensus d'une chaîne dans l'autre, mais de manière hyper compacte, en utilisant justement du ZK pour pas devoir mettre tous les blocs Bitcoin dans Ethereum, par exemple, comme certains projets le faisaient à un moment quand ça coûtait pas très cher, parce que ça va pas scale. Ça peut pas fonctionner. Mais par contre, avec du ZK, on peut imaginer prouver qu'un événement s'est bien passé sur la chaîne Ethereum, sur une chaîne de Polkadot, par exemple, ou de manière assez compacte. Et ça nous donnerait des bridges trustless, complètement trustless, avec même pas une chaîne intermédiaire, avec le niveau de sécurité des 2 chaînes. Et ce serait vraiment magnifique, je pense. Pour revenir un peu sur la question du tout début du podcast, Layer 1 versus Layer 2, moi, je pense que c'est pas forcément opposé. Je pense qu'il y a des avantages aux 2. Et une fois qu'on a une solution de bridge satisfaisante, trustless, sur du ZK ou même sur d'autres choses, hein, comme Layer 0, bah, en fait, pourquoi faire une Layer 2? En fait, si on a un bridge trustless, pourquoi faire une Layer 1? Ça peut être vu comme une Layer 2. Il y a un système de bridging entre une chaîne et une autre, bah, comme une Layer 2 est un système de bridging entre Ethereum et la Layer 2. Donc voilà, moi j'aime bien ça, les bridges trustless, les ZK, et j'aimerais bien avoir plus d'applications ZK un peu différentes des rollups. Bah, merci du partage. Je t'avoue que j'avais jamais entendu parler de cette notion, donc écoute, je regarderai un petit peu pour creuser ce sujet. Je trouve ça vraiment intéressant. On arrive déjà à la dernière question du podcast. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemblerait ton Web3 idéal dans 10 ans? Voilà, si tu avais une feuille blanche, un crayon, qu'est-ce que tu aimerais dessiner sur cette feuille? Donc moi, ce que j'aimerais bien voir, en fait, c'est quelque chose qui serait un peu entre le Web3 tel qu'il est maintenant et le Web2 tel qu'il existe maintenant. Donc prendre un peu le meilleur des 2 mondes et dépasser un peu le débat custodial versus non custodial, et avoir peut-être des solutions intermédiaires qui permettent d'onboarder plus de monde, d'avoir utilisé l'account abstraction pour avoir des solutions de two factor pour des wallets qui vont permettre d'onboarder beaucoup plus de monde, je pense, que ainsi les wallets classiques avec la petite phrase, qui sont hyper peu pratiques à utiliser. C'est mon avis, hein, mais pour onboarder un maximum de monde, ça reste assez peu pratique. Et on peut imaginer des solutions alternatives qui sont semi-custodial, avec des systèmes d'account recovery en utilisant l'account abstraction. Donc moi, j'aimerais bien voir ça. Voilà, ça fait encore débat. Donc je vais pas me positionner sur le débat, mais il y avait Ledger qui avait fait quelque chose de un peu similaire. Alors c'était peut-être pas forcément hyper bien présenté, mais il y a eu une levée de bouclier, et je pense que ça caractérise encore l'état du débat dans le monde de la blockchain. Et je pense qu'à mon avis, il faut un peu le dépasser pour pouvoir toucher le plus grand nombre et aller sur des applications plus grand public. Et dans plein de domaines, je pense que ça fait sens d'avoir quelque chose où les gens peut-être on perd un peu en maîtrise de ses clés privées, mais pour l'user friendliness dans le gaming, je pense que ça fait sens, où c'est beaucoup moins critique que la DeFi.
Voilà. Je pense qu'il y a un gros travail à faire plus généralement sur l'UX, l'UI pour onboarder plus de monde. Bon, c'est des sujets hein, qu'il y a plusieurs boîtes dessus, hein, donc je trouve ça avance, hein, mais voilà. J'espère que dans 10 ans, on sera autre part. Bah, merci pour ton partage. Ouais, effectivement. Alors, c'est un point qui revient souvent quand je pose cette question. Et puis là aussi, on est au lendemain quand même de l'annonce par Binance du service justement, enfin de wallet self-custody, mais relié à son compte d'échange centralisé qu'on a sur Binance, qui va dans le sens de ce que tu dis, effectivement. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait, on va dire, un wallet, on va dire, non custodial, mais ça s'en rapproche et ça permet quand même, je pense, un recovery plus facile du wallet dans le cas où ouais, on perdrait ces identifiants. Donc, yes. Bah écoute, merci beaucoup du partage. Et puis, bah, merci beaucoup pour ta participation à l'épisode. C'était vraiment cool qu'on puisse faire cet épisode ensemble. Je pense qu'il est relativement technique, mais tu as fait quand même un gros effort de vulgarisation. Donc, je pense qu'il sera facilement compréhensible quand même. Écoute, moi, voilà, je vous souhaite bonne chance en tout cas à Massa Labs pour la suite. Puis, écoute, bah, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un petit mot aux auditeurs. Merci beaucoup Romain pour l'invitation encore une fois. Voilà, comme tu disais, rencontre un event et c'est super que ça puisse se passer comme ça aussi facilement dans le Web3. Voilà, j'en ai parlé rapidement et nous on va se lancer très bientôt. On est toujours content d'échanger avec les membres de la communauté. On est parfois un peu sous l'eau, mais je pense qu'on reste relativement accessible comme projet. Et si des gens veulent en savoir plus sur le projet, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou sur Discord. Bon, sur Discord, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de spam. Et généralement, on essaye de faire l'effort de discuter avec les différentes parties. Excellent. Bah, de toute façon, on partagera les points de contact dans le descriptif du podcast. Et puis, si besoin, pas hésiter non plus à passer par moi et je pourrai faire le relais avec Adrien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.